Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Deleuze, je travaille chez Broadcom dans la division Tanzu et je suis Core Committer Spring Framework, ça veut dire que je traite les issues, les demandes d'évolution que vous créez sur le bug tracker de Spring Framework et aussi j'interviens sur les sujets un peu plus transverses de type support Kotlin, null safety, technologie visant à améliorer l'efficacité et l'optimisation des applications Spring et c'est justement ce dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et on va voir comment optimiser vos applications, soit les nouvelles, soit les applications plus legacy, avec des technologies qui sont, je l'espère, faciles à appliquer. C'est-à-dire que le but, c'est que vous puissiez utiliser ça pour optimiser 80% de vos applications en limitant les effets de bord et les difficultés que vous pouvez parfois rencontrer avec d'autres technos. Donc, j'aimerais bien commencer par déjà décrire un peu pourquoi on s'occupe de tout ce qui est efficacité. Souvent, avec les utilisateurs ou les clients, quand je discute, c'est souvent la partie coût, coût de l'hébergement de nos applications Java, qui est challengé par d'autres technologies. Alors la JVM, elle est très efficace, elle permet d'aller très vite, d'avoir une faible latence, etc. Mais voilà, on veut baisser le coût de nos applications. On les découpe souvent en plein de microservices, ça fait beaucoup d'applications qui fonctionnent en parallèle. On veut réduire ces coûts-là. Lié aux aspects coûts, il y a aussi l'aspect plus développement durable, limiter la quantité d'énergie, essayer de faire tourner nos applications avec des serveurs plus petits. S'ils sont plus petits, ils seront moins chers. Peut-être des serveurs moins récents. Limiter la consommation mémoire, qui drive pas mal le coût aussi. Donc ça va un peu ensemble. Et puis, de nos jours, on déploie la plupart de nos workloads avec des containers. Et pareil, du coup, le container, c'est une boîte noire. Elle va avoir des caractéristiques en termes de consommation mémoire, de latence, de temps de démarrage, etc. Et on va vouloir optimiser ça au maximum pour que du coup, nos applications Java, Spring Boot soient des bons citoyens dans l'univers du cloud ou du déploiement on-premise. Donc aujourd'hui, on va explorer trois variantes, trois technologies pour optimiser nos applications Spring Boot. On va commencer par Class Data Sharing, qui est une technologie plutôt ancienne. Et on va voir qu'elle a pas mal évolué et qu'elle peut vous permettre d'optimiser vos applications de manière assez efficace. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi ça n'a pas été beaucoup utilisé jusqu'à maintenant. Ensuite, on va parler d'AOT Cache, qui est une nouvelle technologie, qui est une évolution de CDS, en fait. C'est vraiment dans la continuité de Class Data Sharing. Et le point intéressant, c'est que il y a quelques jours, quelques semaines, Java 24 est sorti. Et donc, c'est la première version qui permet d'utiliser AOT Cache. Donc, AOT Cache, c'est une nouvelle technologie évolution de CDS qui est d'ores et déjà utilisable en production avec Java 24. Je sais que la plupart d'entre vous, vous attendez les LTS, Long Term Support, et donc ça sera encore une version améliorée d'AOT Cache qui arrivera dans Java 25 avant la fin de l'année. Et je pense que l'utilisation d'AOT Cache avec Java 25 va pas mal exploser. Et ensuite, on va parler du futur. AOT Cache, c'est le début, c'est le milieu de l'histoire en fait, puisque c'est déjà une évolution de CDS. Mais AOT Cache, ça va aller encore plus loin. Avec du méthode profiling et de la compilation de code. Et donc, on va avoir cette variante expérimentale à la fin qui préfigure sans doute de ce qu'on aura dans, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je n'ai pas encore les dates en tête, mais... Donc voilà. La plupart les trois variantes, on va parler de training run. Donc, on va en fait réaliser, lancer notre application, potentiellement pas jusqu'au bout, juste pour charger les classes, qu'on puisse profiler les éléments que la JVM va charger pour créer un cache qui va être ensuite utilisé pour le déploiement en production. Et le but, c'est que quand on a le temps, en anticipant, on va se faire ce training run, créer ce cache, et en déployant notre container avec le cache en production, ça va démarrer plus vite, donc potentiellement déjà améliorer l'opérabilité de nos programmes, voire faire du scale to zero, c'est-à-dire éteindre les instances quand elles ne sont pas utilisées, réduire la mémoire, et enfin, atteindre des performances maximum, donc la partie warm-up de la JVM, plus rapidement. Donc on va commencer par optimiser notre application Spring Boot avec CDS, Class Data Sharing. Donc CDS, c'est une techno qui est disponible, je crois, depuis Java 9, depuis assez longtemps, mais elle a continué à évoluer. À la base, CDS, c'était fait pour... j'ai plusieurs instances de ma JVM qui tournent sur le même OS, le même container, et je vais vouloir partager un certain nombre d'infrastructures. Seulement, de nos jours, on a du coup des containers avec souvent une instance Java par container, et on pourrait croire que CDS, ça ne sert à rien. Mais vu que CDS a continué à évoluer, ça permet même avec une seule instance Java de démarrer plus vite et de consommer un peu moins de mémoire, et on va avoir des démos et des données pour chiffrer tout ça.
Donc pour utiliser Spring Boot et CDS, vous avez besoin, alors en vrai vous pouvez utiliser une version plus récente, plus vieille pardon, de Spring Boot, mais en gros il faut Spring Boot 3.3 parce qu'il y a une fonctionnalité d'extraction du jar exécutable que je vais vous montrer qui est nécessaire, et Java 17. CDS est utilisable avant, mais vu que Java 17 c'est la baseline pour Spring Boot 3, on va simplifier en disant Java 17, Spring Boot 3 ou plus récent. Une fonctionnalité qui va nous aider, c'est du coup à partir de Spring Framework 6.1, si vous démarrez votre application Spring Framework ou Spring Boot avec -d spring.context.exit égale onRefresh, on va faire le début du démarrage du application context Spring, on va instancier les singletons qui ne sont pas lazy, on va faire une préinitialisation de vos beans initializing bean, mais on va s'arrêter là. Et en fait, on va par exemple éviter de contacter des serveurs distants, etc. Le but, c'est de faire juste la partie de démarrage qui est utile pour CDS pour qu'il puisse construire son cache, c'est-à-dire qu'on va charger les différentes classes, etc., mais qu'on s'arrête avant qu'il y ait trop d'interaction avec l'extérieur. Et donc, voilà, avec ce paramètre, ça permet de faire ce genre de choses. Et donc, on ne va pas appeler le démarrage du lifecycle Spring, et on ne va pas lancer des events de type context refreshed event, on va s'arrêter plus tôt. La deuxième fonctionnalité qui va nous être utile, c'est une fonctionnalité Spring Boot, disponible à partir de Spring Boot 3.3. C'est la capacité pour un jar exécutable, qui est donc ce que vous créez avec Maven et Gradle, de s'auto-extraire. En fait, le jar exécutable, c'est pratique parce que vous avez toute votre application dans un fichier. Donc vous le déployez sur vos repositories. Voilà, c'est pratique pour le déploiement. Mais en termes d'exécution, si vous, en production de nos jours, vous lancez le jar exécutable directement avec java-jar executable jar.jar, ce n'est pas la manière la plus efficace de lancer votre application en production. Donc, si vous utilisez déjà, par exemple, Buildpack, qui est une manière que Spring Boot a de créer des containers, c'est déjà le cas. Mais si vous créez des Dockerfiles ou si vous faites des déploiements à la main, la première étape d'optimisation pour Spring Boot, avant même d'utiliser CDS, AOT Cache et toutes les technologies, c'est de ne pas directement lancer le jar exécutable, c'est d'utiliser du coup vous voyez, -d jar mode égale tools extract, et ça va permettre à un jar exécutable de s'auto-extraire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez même pas besoin d'outils, unzip, etc., ou tar, sur le container pour le faire. En fait, juste Java, qui est déjà disponible puisque vous avez lancé votre application Spring Boot, cette commande extract, elle va extraire dans un fichier, dans un répertoire que vous allez préciser, ou un par défaut, votre application. Donc vous allez avoir un petit jar avec l'ensemble des classes de votre app, plus un manifeste qui va lister les dépendances, et puis un répertoire libre avec chaque dépendance en tant que fichier. Et le fait qu'on n'ait pas de jar imbriqué, ça va permettre d'avoir un class loading optimisé, et c'est compatible CDS et AOT Cache. Si vous utilisez CDS sans ce format optimisé, vous n'aurez aucun gain. Parce qu'en fait, il y aura des class loaders dynamiques, CDS ne va pas pouvoir optimiser sa workload, et c'est une des raisons qui fait que CDS n'est pas super utilisé, c'est que du coup, si vous l'utilisez comme ça, brut de fonderie, vous n'aurez aucun gain. Donc on va voir une petite démo. On va commencer par du coup utiliser Java 21, on pourrait utiliser Java 17, mais ici on va utiliser Java 21. Je vais encore utiliser Spring Pet Clinic, un jour j'aurai un meilleur exemple à vous proposer, mais là on va utiliser le sempiternel exemple qu'on utilise d'habitude côté Spring. Donc voilà, je l'ai buildé avec Maven. Ensuite, je vais du coup lancer le jar exécutable, donc ce que je vous recommande de ne pas faire en production, mais c'est juste pour avoir une baseline en termes de temps de démarrage. Donc là, j'ai lancé avec l'exécutable jar et j'ai 3,2 secondes pour lancer le process. Ok, très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce mode d'extraction. Donc le jar exécutable, il va s'auto-extraire. Là, on précise qu'on met ça dans Optimized App. Et on va aller voir là-dedans un peu ce qu'on a. Donc on va avoir un petit jar, vous voyez, qui fait moins de 0,5 mégas, avec juste les classes de l'application et puis un manifeste qui liste de manière statique les différentes dépendances. Un répertoire libre avec chaque dépendance listée comme ça, donc on n'a plus de jar imbriqué, on a tout directement au niveau du file system. Et donc maintenant, on va utiliser CDS en précisant archive class at exit, et on va utiliser le contexte exit égale onRefresh pour que l'application elle commence à démarrer, elle s'arrête, et à l'arrêt, en fait, le cache CDS va être créé automatiquement. Et donc, si on regarde les fichiers qui ont été créés, on va voir qu'on a un fichier qui fait un peu moins de 100 mégas, qui est donc le .jsa, qui est le cache CDS. Et donc, ce fichier-là, vous pouvez soit le mettre sur un volume, soit l'intégrer dans un container, etc. Vous faites ce que vous voulez. On documente comment faire ça avec Dockerfile, ou sinon, vous pouvez utiliser Buildpack, comme je vais le montrer un petit peu après. Et là, je vais le lancer avec, du coup, on paramètre ce fichier de cache. Et là, vous voyez qu'on démarre 2 fois plus vite, avec, du coup, quand même
c'est assez facile à déployer. On va voir qu'il y a quelques effets de bord que je vais vous expliquer un petit peu après comment limiter ces effets de bord, mais on est quand même sur un gain significatif. Donc là, la démo, c'était sur mon Mac super rapide. J'ai fait des mesures sur un Linux pas super puissant, un vieux laptop que j'ai. Et donc, vous voyez que déjà, entre le jar exécutable et le unpacked, qui est vraiment le niveau 0, enfin, le niveau 1 de l'optimisation, on va dire, vous gagnez déjà un petit peu. Hein. On a un démarrage qui est 1,2 fois plus rapide. Si vous utilisez CDS, vous allez arriver à peu près un gain de 2 fois. Et puis, vous pouvez utiliser des optimisations optionnelles qui sont des optimisations Spring AOT que je vais décrire un petit peu après. Mais déjà, vous voyez que juste avec CDS, juste avec la démo que je vous ai montrée, on arrive à un gain plutôt appréciable. En termes de mémoire, donc là, c'est la mémoire qu'il y a après démarrage et après un garbage collector, parce que du coup, sinon, c'est très très dur de comparer. L'idée, c'est de voir quelle mémoire restante va nous rester pour la heap et le reste des éléments. Et donc là, on voit que l'utilisation de CDS, ça nous permet de baisser d'environ 20% par rapport au executable jar et à peu près de 15% par rapport au format unpacked. Donc c'est toujours bon à prendre. C'est peut-être moins impressionnant que Native Image, mais vous avez aussi quand même un degré de complexité de mise en œuvre qui est quand même bien moins important. Et donc c'est toujours une histoire de trade-off et d'impact. Donc on voit qu'on est quand même pas mal. Alors, j'aime bien expliquer pourquoi Class Data Sharing, c'est pas super utilisé de nos jours. Du coup, la même JVM doit être utilisée pour le training run et pour le run en production. Donc ça, c'est déjà important, même version, même OS, etc. Après, avec les containers, on arrive à se débrouiller plutôt pas trop mal pour ça. Ensuite, le class path. Il y a pas mal de règles à respecter. C'est pour ça qu'on a créé ce nouveau layout avec cette commande unpack. Il y a des règles à respecter. Ça doit être une liste de jars. Il ne doit pas y avoir de répertoire listé, pas de wildcard, pas de nested jar. Et du coup, le ClassPass de déploiement en production doit être un surensemble du ClassPass utilisé pour le training run. Vous avez le droit de rajouter des classes. Bien sûr, elles ne seront pas mises en cache, mais imaginons que vous rajoutez quelques petites classes pour un driver, etc. Vous garderez les bénéfices. Ce n'est pas du tout ou rien comme native. Vous pouvez rajouter des choses dynamiquement pour le run en production. Ça sera juste des classes qui ne seront pas optimisées. Mais même si vous faites ça, donc vous avez fait ma démo et vous avez juste copié les fichiers, vous n'aurez pas d'amélioration. Pourquoi? Parce qu'il faut faire gaffe à ne pas modifier les timestamps des fichiers, puisque si vous modifiez les timestamps des fichiers en faisant une copie ou un move, vous allez du coup modifier le fichier du point de vue de CDS, et lui, il n'a pas le temps de faire un checksum au démarrage, il va juste regarder vite fait le timestamp, oulala, ça a changé, tout désactiver. Donc encore une fois, si vous ne voyez pas le x2, checkez ce genre de petits détails, c'est important. D'où l'intérêt aussi d'utiliser des applications containerisées pour que du coup tout ça soit dans le contexte d'un container et qu'on contrôle un peu tout ça. Et puis le training run, ça pose des questions. Quand l'exécuter, comment, et qu'est-ce qui se passe si ça essaye de contacter des bases de données? Voilà, c'est pas évident. Donc là, dans ma démo, c'était simple, j'utilisais H2, etc. C'était un peu facile. Dans la vraie vie, vous allez utiliser une vraie base de données, et autant pour les clients HTTP ou les trucs comme ça ne va pas chercher le cycle de vie Spring n'est pas démarré. Du coup, ça ne va pas essayer de faire plein de choses. Mais c'est vrai que la base de données, c'est assez tôt dans le cycle de vie de Spring. Donc, on a documenté dans ce lien qui est un peu trop long pour être expliqué, mais vous avez le QR code, comment configurer les bases de données pour éviter que si je fais un context exit égale onRefresh, ça essaye de taper la BDD pour que vous puissiez exécuter ce training run de manière complètement isolée. C'est ce qu'on fait dans Buildpack, je vais vous montrer la démo juste après. Par exemple, pour JPA, on va configurer explicitement le dialecte, ce qui à mon avis est une bonne pratique en termes de performance, comme ça la base de données, le Spring Boot ne va pas avoir besoin de taper la base de données pour récupérer le dialecte, ou Hibernate là, en l'occurrence. Il y a aussi du coup un paramètre Hibernate ACT allow JDBC metadata access equal false, et si vous définissez ces deux éléments-là, bien sûr, si vous avez externalisé l'initialisation de votre base de données, la connexion à la base de données sera lazy et sera effectuée lors de la première utilisation, pas au démarrage. Et je pense que d'une manière, c'est une bonne pratique de déploiement en prod. Donc ça fait sens et ça vous permet d'exécuter un training run dans un environnement complètement isolé pour ce cas-là. Donc, ce qu'on a essayé de fournir aussi dans Buildpack, c'est un support intégré. Donc, si vous ne voulez pas utiliser Buildpack, qui est la manière par défaut de créer des containers avec Spring Boot, pas de souci. Vous allez dans la doc Spring Boot, on a documenté comment utiliser CDS avec un Dockerfile, vous avez juste à suivre, etc. C'est documenté. Maintenant, on voulait offrir une fonctionnalité tout intégrée, et du coup, là, on va du coup permettre, avec juste un flag à activer, au travers d'un Spring Boot Build Image avec Maven ou un Gradle Boot Build Image,
de faire tout en intégré, c'est-à-dire lancer la création du container, faire le training run, créer le fichier de cache, l'intégrer dans votre image de container avec une layer en plus, potentiellement même ajouter des optimisations Spring AOT, et comme ça, vous avez un container optimisé qui est un peu plus gros, hein, forcément, hein, c'est tout une histoire de trade-off, mais qui va démarrer plus vite, qui va consommer moins de mémoire. Démo. Du coup, on est avec notre application Spring Pet Clinic, et je vais déjà vous montrer, du coup, Buildpack sans CDS, pour qu'on puisse comparer les temps de démarrage, etc. Donc, Spring Boot Build Image, donc là, c'est une commande qui va lancer, du coup, voilà, la compilation, la création d'un container avec, du coup, Docker, etc. Donc là, on va créer, voilà, une image de container pour notre application qu'on va lancer avec Docker Run. Et on va voir en combien de temps elle démarre. Donc là, en l'occurrence, elle démarre en 3 secondes. OK. Ensuite, on va activer CDS avec un flag. Donc là, on va modifier notre pom.xml en rajoutant dans le Spring Boot Maven plugin, il y a la même chose pour Gradle si vous le souhaitez, voilà, image env bp jvm cds enable equals true, donc vraiment un flag. Je vais utiliser donc ce pom-là, et je vais relancer mon boot build image. Et donc là, en fait, c'est directement Buildpack qui va du coup faire le training run, récupérer le cache, le mettre dans votre image de container et adapter les paramètres de la JVM pour que ce cache soit utilisé quand vous avez lancé votre container. Donc voilà, il fait automatiquement le contexte exit égale on refresh, etc. Et donc, avec notre image de container, on va la relancer pour voir le temps de démarrage. Et voilà, on a un temps de démarrage de 1 seconde 8. On n'est pas tout à fait en x2, mais on n'est pas loin. Et tout ça avec quand même, encore une fois, un effort assez mesuré. Alors après, il y a d'autres stratégies. Vous pouvez choisir d'externaliser votre cache dans un volume ou des choses comme ça, mais ça va être plus compliqué en termes de déploiement. Ça peut introduire de la latence parce que souvent vos volumes ils sont lents. Donc moi, j'aime bien le côté tout intégré dans un container, une layer à part. Souvent, vos solutions de déploiement, elles vont mettre en cache les différentes layers. Donc même si le container est un peu plus gros, franchement, en termes d'impact de temps, c'est quasiment nul, à part pour le chargement initial. Voilà, donc ça, c'est CDS avec Spring Boot 3.3. C'est déjà utilisable depuis voilà, 1 an ou 2. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec Java 24. Puisque Java 24, on continue l'histoire. AOT Cache, ça prend la suite de CDS. C'est développé dans le cadre de Project Leiden, qui est un effort qui vise à améliorer l'efficacité et l'optimisation des applications JVM avec une JVM classique. Donc pas GraalVM Native Image, mais vraiment la JVM classique. Alors, on va beaucoup parler d'AOT, donc AOT c'est Ahead of Time, et j'aimerais bien faire une différenciation en termes de vocabulaire, parce que du coup on utilise tous AOT, c'est super, on est tous AOT friendly. AOT Cache, Spring AOT. AOT Cache, c'est une fonctionnalité JVM, développée dans le cadre de Project Leiden, mais qui maintenant est arrivée dans les versions classiques de Java avec Java 24, qui vise donc à améliorer l'efficacité de la JVM, et c'est le successeur de CDS. Souvent, moi je dis JVM AOT Cache pour être bien sûr qu'on sait de quoi on parle. Spring AOT, c'est une feature de Spring qui est obligatoire pour le support GraalVM Native Images, qui va transformer l'analyse de runtime, des configuration classes, etc., en une génération de code basé sur des lambdas qui va être plus facile à analyser par GraalVM. Donc c'est obligatoire pour les images natives, c'est optionnel sur la JVM et ça permet d'améliorer un peu du coup, la durée de démarrage et la mémoire qui est utilisée. Ce qui est super intéressant, et ça a été remarqué et par nous et par l'équipe Java Platform, c'est qu'il y a une super synergie entre Spring AOT et AOT Cache. Parce que Spring AOT, déjà, il va créer les proxys en termes de bytecode au build, il va créer un code qui va être facile à optimiser par AOT Cache, et donc les deux fonctionnent super bien ensemble. Mais le plus simple, c'est d'utiliser AOT Cache tout seul. Spring AOT, il impose des contraintes supplémentaires. Il va précalculer la configuration Spring pour un ensemble de profils Spring. Donc du coup, ce n'est pas forcément utilisable pour tout le monde. En tout cas, il faut mettre un peu de tooling au niveau de votre intégration plateforme pour que vous vous adaptiez avec les profils que vous allez viser. Vous pouvez aller voir ce repository github.com/sdelo/demo-profil-AOT où je montre comment configurer le profil AOT, Spring AOT à utiliser au build, et pour Gradle et pour Maven. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais je vous conseille de commencer par AOT Cache tout seul, ça sera plus simple. AOT Cache, c'est décrit par la JEP 483,
qui décrit donc Ahead of Time Class Loading and Linking. Et donc, c'est vraiment une évolution de CDS où on va mettre en cache plus de choses. Par exemple, même s'il y a des éléments, des tests class pass qui sont des classes qui ne sont pas présentes, la JVM va mettre ça en cache pour que ça aille plus vite lors du run. Donc, c'est disponible dans Java 24 et il y aura encore une version améliorée dans Java 25, Java 26, Java 27. Donc, c'est un bon investissement pour le futur. Là où CDS était un peu figé quand même, on arrivait en bout de course. Là, l'équipe Java Platform, Java 24, c'est le début. Donc, je pense que c'est un bon investissement. Spring Boot 3.3, vous pouvez l'utiliser avec. Il n'y a pas de support build pack, mais vous pouvez l'utiliser en mode manuel. Et donc, je vais vous montrer une autre petite démo. Donc, même style que tout à l'heure, sauf que là, on va utiliser Java 24. On va recompiler notre application. On fait la même démo from scratch. Du coup, on compile notre application avec Maven. On continue à utiliser du coup, la fonctionnalité d'extraction unpack, extract, pardon. C'est nécessaire et pour CDS et pour AOT Cache. Donc, du coup, on va dans notre répertoire où on a extrait la version optimisée. Et donc là, on va lancer AOT Cache en mode record. Donc là, ça va enregistrer une sorte de profil d'exécution où il va juste enregistrer la liste des classes qui sont chargées, etc. Et donc, on utilise aussi le exit on refresh. Et donc là, ce qui a été créé, c'est un fichier intermédiaire, c'est un fichier .aotconf qui fait 2 mégas et demi, qui va contenir uniquement la liste des classes qui ont été chargées et 2-3 infos qui sont utilisées pour ensuite vraiment créer le cache avec ce mode égale create, qui est une opération qui va être potentiellement plus longue, parce qu'ils vont rajouter des optimisations. Vous pouvez potentiellement externaliser ça sur votre CI. Et donc, c'est assez sympa de pouvoir découpler un peu les deux. Donc là, maintenant, on a fait du coup en 2 fois ce qu'on avait fait en 1 fois avec CDS. On a créé le cache. Donc là, on a un cache AOT qui est un peu plus gros parce qu'il y a d'autres choses dedans. Mais sinon, le mode d'utilisation, il est vraiment très très proche. Et donc ensuite, je vais juste démarrer mon application avec AOT cache égale le fichier .aot. Et c'est le même principe que CDS, sauf que ça va aller un petit peu plus vite. Et donc là, on démarre notre application voilà, qui était à 3 secondes 2. Là, on est à 1,3 sur mon Mac. Et si on regarde du coup, les stats sur une machine Linux un peu plus proche de ce que vous aurez sans doute en production, vous voyez que donc, par rapport à CDS, on gagne un peu. C'est pas la folie, hein, mais du coup, on gagne quand même. On est à 2,2 comparé au jar exécutable. Et puis, une bonne synergie, comme je vous le disais, avec Spring AOT, où quand on cumule les deux, on arrive avec des gains qui sont plutôt intéressants. Encore une fois, c'est le début de l'histoire de AOT Cache, c'est la première version. Il y a beaucoup d'améliorations qui arrivent après. En termes de mémoire, c'est pareil que CDS. Vous gagnez à peu près 20%. Voilà. J'espère qu'ils continueront à travailler sur l'aspect consommation mémoire. On en discute régulièrement avec l'équipe Java Platform. Ça ne sera pas du niveau de native, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à 25% à un moment de baisse. Mais voilà, c'est en cours. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire en production. En vrai, je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas moi, j'attendrais plutôt Java 25, qui va être encore mieux. Ça serait une ELTS, etc. pour l'utiliser en prod, mais c'est plutôt pas mal de faire tout ça en production. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec Project Leiden, qui est donc du coup, Project Leiden, ils ont pas mal de chantiers expérimentaux qui arrivent. Il y a 3 améliorations, 3 JEP qui sont en cours de travail. Court terme, Ahead of Time Method Profiling. Ça va du coup enregistrer le profiling sur votre JVM lors du training run pour pouvoir accélérer du coup le warm-up quand vous allez lancer votre application. Je vais vous sortir des chiffres juste après. Donc ça, je pense que c'est plutôt court terme. Plutôt court terme encore, l'amélioration de l'ergonomics, parce que vous avez vu que CDS, on pouvait créer le cache en une commande. AOT Cache, il en fallait 2. Ça serait bien d'avoir un shortcut pour pouvoir faire AOT Cache en une commande, même si je pense que pour les vrais cas d'utilisation que moi je vois en prod, j'aime bien pouvoir séparer les deux. Mais là, c'est pas mal, on pourra avoir un truc plutôt simple. Et puis la dernière étape qui est en cours de travail, mais ça c'est plus du moyen terme, c'est Ahead of Time Code Compilation, c'est le fait de pouvoir du coup récupérer le code compilé, créer le code natif compilé par votre JIT et s'en servir directement, donc calculer lors du training run et s'en servir pour le run en production. Ça, il y a plus de taf, donc ça arrivera un peu plus loin. Donc là, ce que je vais faire dans la démo, c'est que j'ai compilé Project Leiden, il y a un repository github.com/Leiden, etc.
il y a une branche d'OpenJDK qui s'appelle Premain, et du coup, là, j'ai compilé cette version et sur mon Mac et sur mon Linux pour vous sortir des démos et des data points. Donc du coup, on va utiliser du coup cette version que j'ai compilée en local. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, il y a juste un petit bug sur la version de Mac, mais sinon c'est assez facile. On va rebuilder notre application et on va de nouveau l'extraire avec extract, etc. Puisqu'encore une fois, c'est le prérequis pour que les optimisations fonctionnent bien. Donc on l'extrait. Mais vous allez voir que le workflow il va être un petit peu différent. Là, on ne va pas faire le exit on refresh. On va lancer notre application et on va la laisser tourner. Là, l'idée, c'est plus de faire le training. En fait, il n'y a pas vraiment de training run. On va faire le training run en production et on va simuler ça. Donc là, je vais faire un record. Je n'ai pas mis le petit paramètre qui fait que Spring s'arrête. Je laisse tourner mon application, je simule la prod, par exemple, ou le staging. Et là, je vais balancer des requêtes avec un petit outil que j'aime bien qui s'appelle OA, qui permet de simuler des benchmarks. Et là, vous voyez qu'on fait le warm-up de notre application. Normal, la JVM, elle est froide et du coup, elle se chauffe progressivement. Elle enregistre ses profils d'exécution, elle génère du code avec C1, C2, etc. Peut-être juste C1 parce que là je suis un peu court, mais sur les data points que j'ai pris après, j'ai laissé tourner plus longtemps. Là, c'est juste pour la démo. Et donc ensuite, une fois que j'ai assez de charge, mais ça peut être juste la charge de prod, je vais du coup arrêter ma JVM. Pour info, on pourra créer le fichier AOTconf sans arrêter la JVM. Ça va être intéressant. On pourra créer ce fichier AOTconf sans arrêter sa JVM en prod. Et donc là, on va lancer create. Donc c'est exactement le même workflow qu'avec AOT cache de Java 24, mais en fait, il y a plus de choses qui vont être stockées dans le cache. Donc là, il va nous faire son fichier qui va être du coup un peu plus gros. Même le AOTconf, on va voir qu'il va être significativement plus gros, parce qu'il y a plus d'informations dedans. Tout ça est expérimental, ils vont optimiser, etc. Là, on est sur une version de travail. Voilà. Et donc maintenant, on va démarrer notre application. Comme on l'a fait exactement le même workflow qu'avec Java 24, on récupère juste AOT cache égale spring-pet-clinic.aot. Et là, ça va patater. Ça va patater puisqu'on arrive à un temps de démarrage de moins d'1 seconde. Donc on a fait 1 divisé par 4 en gros, parce qu'on a en plus là le code natif et le profiling qui est disponible. Et là, si je rebench, on voit que du coup mon warm-up, il est super rapide. En gros, j'ai 1 seconde et après, je suis en peak performance parce que du coup, bah, voilà, j'ai utilisé les informations de mon training run pour tricher un peu, prendre un raccourci, et maintenant, quand je lance mon application en production, elle n'a quasiment pas de temps de warm-up. Donc ça, c'est sur mon Mac, il est super puissant, il y a plein de CPU, etc. Qu'est-ce que ça donne avec une petite machine? Bah, c'est pas dégueu. On arrive également à un temps d'amélioration, alors c'est pas clinique, hein, mais je pense qu'avec des grosses applications, ça peut être vraiment intéressant quand même. On a un démarrage 4 fois plus rapide, avec un niveau de contrainte. Voilà, c'est surtout qu'il y a des plus gros fichiers en cache, mais on est sur un niveau de contrainte qui est quand même assez bas, et avec des améliorations qui sont très significatives. C'est en cours de travail, donc ils vont encore optimiser tout ça. On est vraiment sur un truc qui est work in progress. Donc je pense que c'est plutôt pas mal pour le temps de démarrage. Mais ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très intéressant. Donc là, je vous ai tracé le graphe du coup du débit, hein, le nombre de requêtes, mais la latence, ça serait à peu près pareil. Ça serait la même idée. La courbe bleue, c'est la courbe d'une JVM classique qui va prendre son temps pour faire son warm-up, etc. Avec, on voit un peu C1, C2, etc. Voilà, je pense que voilà, peut-être qu'on l'a fait durer encore plus longtemps, peut-être qu'il y aura encore des optimes, mais grosso modo, on atteint quand même un palier. Ça, c'est la courbe bleue, c'est une JVM classique. La courbe rouge, c'est la première JEP que je vous ai présentée côté Project Leiden, c'est juste avec le profiling. Donc là, on n'a pas de code natif, on a juste méthode profiling et on a des informations du training run qui sont utilisées pour le run en prod. Et là, vous voyez que notre warm-up, il est plus rapide. Les informations de profiling, elles sont assez petites, et c'est plutôt cool. Et ça, il y a moyen que ça arrive assez court terme. J'espère qu'ils vont encore améliorer. Vous voyez qu'il y a une différence sur le plateau de performance. Ça, je pense que c'est temporaire. Ça devrait être corrigé. Normalement, il n'y a pas de raison que les courbes rouges et jaunes, elles ne soient pas au niveau de la bleue quand on est full performance. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont améliorer et qu'à terme, on aura le même niveau de peak performance. Et puis la courbe jaune, du coup, c'est quand on cumule les informations méthode profiling avec le code natif qui a été récupéré du training run. Et là, on voit qu'on va clairement beaucoup plus vite. Alors, il y a un pic, ça baisse, etc. Encore une fois, version de travail, mais on voit qu'il y a quand même du potentiel. On passe du coup d'un warm-up qui fait, quasiment 32 secondes à un warm-up qui fait 7 secondes. Et
c'est une version de travail, on pourrait sûrement arriver dans les 5 secondes, etc. Et en tout cas, ça démarre assez fort. Et donc, ça peut nous permettre potentiellement de faire du scale to zero avec notre JVM sans avoir à utiliser peut-être des technos qui sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre. Et ça peut marcher sur des applications legacy. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on peut, avec ça, taper du coup, la plupart de vos applications sans non plus avoir à tout renverser. Alors ça, c'est mon avis, et après, je vais vous donner mon avis. Ce n'est pas l'avis officiel de Spring ou quoi que ce soit, c'est mon avis sur les différentes technologies visant à optimiser, sachant que j'ai bossé sur chacun de ces 3 sujets. GraalVM Native Images, donc ça permet d'avoir des améliorations qui sont plus importantes que ce que je vous ai présenté là en termes de temps de démarrage et de warm-up, puisque du coup vous avez un warm-up qui est instantané sans avoir à faire de training run, donc c'est moins pénible à mettre en place. Et le startup, il est une centaine de millisecondes pour démarrer une application Spring Boot, donc ça va plus vite. Par contre, le niveau de performance maximale il sera plus bas, puisque du coup vous n'avez pas de JIT, et en plus sur la version open source, vous avez du coup un serial GC pour le garbage collector, etc. Donc vous avez un pic performance qui sera plus bas qu'un JIT. Et si vous voulez avoir le même niveau de performance qu'une JVM, vous allez devoir utiliser Oracle GraalVM qui a des conditions d'utilisation spécifiques, qui n'est pas open source, et qui du coup va nécessiter un training run. Et autant un training run, quand on reste dans l'univers JVM, on peut arriver à se débrouiller, mais quand on cumule les prérequis et les défauts de GraalVM, qui sont une compilation très lente et consommatrice de ressources, plus des problèmes de compatibilité, avec en plus un warm-up, en général c'est trop. Donc moi ce que je vois, c'est que les gens qui font du GraalVM Native Images, ils ne font pas de training run. Voilà, c'est ce que j'observe 95% du temps. La consommation mémoire, elle est vraiment réduite, encore plus qu'avec CDS ou AOT Cache. Par contre, voilà, compilation, c'est lent, c'est consommateur de ressources. Donc voilà, ça dépend de votre contexte. Si vous compilez 20 fois votre application, si vous déployez votre application 10 ou 20 fois dans la journée, GraalVM, je pense que ce n'est pas pour vous. De même, la développeur expérience, si vous devez tester en local et avoir cette feedback loop assez lente, ça pose des problèmes d'efficacité de développement. Ça dépend aussi de la taille de votre application. Si c'est un petit microservice que vous commencez from scratch, je pense que c'est tout à fait envisageable. Si vous êtes une très grosse application legacy, bon courage. Spring, ça fait tout un travail pour générer des métadonnées de configuration qui vont permettre à GraalVM de savoir les appels de réflexion, les proxys, etc. En gros, Spring fait tout le travail qu'il peut faire pour préconfigurer GraalVM pour que ça marche out of the box. Après, vous allez sûrement utiliser des bibliothèques propres à votre entreprise qui n'ont pas été conçues pour GraalVM Native Images. Et donc, ça veut dire que vous allez souvent devoir configurer des métadonnées supplémentaires pour cette variante de Java qui est un petit peu différente. Et voilà, ces petites différences, je pense que Spring fait 95% du boulot. Il manque 5% de métadata pour votre cas d'utilisation. Mais du coup, ces 5%, avec une feedback loop qui est super lente parce que vous allez mettre 5 minutes pour compiler votre application, c'est dur. Voilà. Donc, microservice from scratch, ça marche. Grosse application legacy, je pense que c'est pas très réaliste. Et c'est OK, je veux dire, GraalVM, c'est, je pense, c'est peut-être 5 à 10% peut-être des applications, je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais en tout cas, c'est une niche. 10% des applications Spring, c'est déjà énorme, et c'est très bien. Mais vous n'allez pas traiter 80% des applications avec GraalVM, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils travaillent et on collabore à l'amélioration de la compatibilité, etc. Il y a des travaux en cours pour essayer de limiter ces éléments de configuration supplémentaires à rajouter. Ensuite, Crack. Donc GraalVM, voilà, j'aime bien, mais c'est pas pour tous les projets. Crack, je suis un peu plus sévère. Crack, ça paraissait à l'origine vraiment magique. On a une JVM avec des temps de démarrage de native. Youhou, c'est la fête. On a vraiment le meilleur des deux mondes, c'est super. Donc effectivement, le démarrage, il est quasiment instantané, une centaine de millisecondes, pas de problème. On a un temps de démarrage aussi, un warm-up instantané avec un training run, même contrainte que AOT Cache ou CDS, très bien. Peak throughput, il n'y a pas de problème. La mémoire, c'est pas un sujet, il n'y a pas de gain particulier. Par contre, il y a des énormes défauts. Le premier défaut, c'est que c'est Linux uniquement. Donc si vous êtes sous Mac ou Windows, il faut utiliser un container pour lancer votre application. Mais ce n'est pas le plus embêtant. On a des problématiques de cycle de vie. En fait, votre application craque en production, vous n'allez pas la lancer, vous allez la restaurer. Vous allez la restaurer, c'est-à-dire qu'après le training run, elle ne s'est pas arrêtée, elle s'est mise en sommeil, elle a sérialisé tout l'espace mémoire sur un disque,
et ensuite, elle va se réouvrir. Seulement pour les handles, socket, file system, du coup, c'est compliqué. Donc, il va falloir que chaque librairie Java ait connaissance du fait qu'elle doit s'endormir, fermer les handles, les réouvrir, etc. On fait ce qu'on peut au niveau Spring Boot pour gérer ce cycle de vie, mais on ne contrôle pas tout l'écosystème. Et grosso modo, ça ne va pas marcher automatiquement. Vous allez devoir faire des choses custom assez bas niveau, et parfois même, vous serez bloqué parce que l'API de votre bibliothèque n'est pas disponible pour faire ce genre de choses. Et puis, c'est brutal. Ça sérialise tout ce qu'il y a en mémoire, y compris vos mots de passe, vos secrets. Et donc, vous n'allez pas pouvoir shipper le snapshot mémoire avec votre image de container, parce qu'en termes de sécurité, c'est horrible. Donc, voilà, cycle de vie, secrets qui sont dans le snapshot. L'idée est pas mal, et je pense qu'AOT Cache, ils se sont inspirés de Crack. Je pense que c'est une source d'inspiration pour l'équipe Java Platform, mais c'est un peu violent, et je pense que c'est pas... En production, moi, je ne l'utiliserai pas. Voilà. Et je vois beaucoup de gens qui sont intéressés, excités par ça, qui le testent, qui se prennent des murs, et du coup, qui viennent nous voir en disant « ça ne marche pas, etc. » Oui, nous, on a fait de notre mieux, mais la technologie, elle a des limites qui font que pour de la prod, c'est compliqué, et puis il faut configurer des capabilities Kubernetes, etc. Ça pique. Voilà, ça pique. Donc, Crack, je ne suis pas très chaud, même si Spring Boot le supporte. JVM avec AOT Cache, du coup, voilà, c'est une solution qui me paraît utilisable sur un scope de projet beaucoup plus large, y compris les projets legacy. On a une baisse du temps de démarrage de 2 x 2 à x4. C'est plutôt pas mal. On pourra peut-être aller vers du x5, x6 avec les améliorations qui arrivent. On a un warm-up qui est rapide, voire très rapide avec le training run. On a la consommation mémoire qui est un peu réduite. On a une compilation qui est rapide parce que c'est une JVM. Et on a des effets de bord, mais vous avez vu qu'ils sont assez mesurés. Surtout si vous si vous récupérez le profil en production. Donc là, ça nécessite un peu d'intégration de plateforme. Voilà, c'est pas Spring Boot tout seul qui va pouvoir le faire. Spring Boot, il vous permet d'utiliser cette techno. C'est un enabler. Maintenant, vous allez devoir travailler un peu pour câbler tout ça, peut-être récupérer, lancer quelque chose qui va créer le fichier AOTconf, qui va vous permettre à votre CI après de supercharger votre application pour ensuite, après, la démarrer plus rapidement, baisser la consommation mémoire, avoir un super warm-up. Mais du coup, c'est possible, même avec des grosses apps legacy, etc. Après, si vous livrez par exemple un produit qui est shippé sous forme de container, là, GraalVM, c'est imbattable. Vous allez produire, on va dire, un artefact qui est boîte noire. Vous ne voulez pas de problématique d'hébergement ou de quoi que ce soit. Donc du coup, GraalVM, ça fait un petit container, ça démarre rapidement. Si vous shippez un produit en tant que container, GraalVM, c'est top. Mais si vous faites du SaaS, si vous hébergez dans votre entreprise, dans votre organisation, et vous avez la main sur la chaîne de déploiement, sur du Cube ou autre, du coup, AOT Cache, ça vous permet quand même de taper un peu tous les projets, et je pense que c'est pas mal. Et puis je terminerai avec cette capture d'écran du projet Leiden public, qui montre que du coup, c'est pas la fin de l'histoire. Leiden, c'est un projet qui est en cours de gestation. Là, on a Alexei Shipalev qui, du coup, a shippé une feature expérimentale qui permet de désactiver complètement le JIT lors du deployment run, parce qu'en fait, on va juste utiliser le AOT cache avec le code natif compilé. Donc ça, c'est du expérimental. On n'arrive pas aux performances de Native Image, mais c'est intéressant de voir on voit qu'il y a Native et Leiden qui vont un peu peut-être se rapprocher, avec Native qui améliore la compatibilité, Leiden qui, du coup, essaye de proposer des choses avec moins de consommation mémoire, parce que si vous virez le JIT, forcément, votre consommation mémoire après startup, elle est beaucoup plus basse. Et vous avez Vladimir Ivanov qui, du coup, dit ouais, c'est pas mal comme idée, mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas faire, en gros, 50 nuances de JIT et de trucs pour arriver à avoir un truc complètement configurable? C'est-à-dire que je vais configurer, du coup, quel level d'optimisation je fais en ahead of time, quel level de JIT je veux, et je vais pouvoir, quelque part, configurer le coût de mon infrastructure JVM en shippant juste une petite partie, et même peut-être que les informations de profiling, on n'en a pas besoin, parce que si on a le code natif qui a été généré lors du training run, voilà. Donc après, ça dépend de la qualité de votre training run, de la production, est-ce que vous avez une workload qui est stable, ou est-ce que vous avez des patterns qui changent dynamiquement. Mais en tout cas, c'est cool de voir que la JVM, elle continue à évoluer, et la JVM qui fait beaucoup de choses au runtime, on va arriver à toute une panoplie de capacités, de possibilités qui vont être configurables, et voilà. Il y a une collaboration entre différents acteurs. Nous, on est dedans avec l'équipe Java Platform, et c'est plutôt intéressant. Voilà, le talk est terminé. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à voter. Et puis, je suis là pour répondre à vos questions, si vous voulez. Merci beaucoup.
Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bonjour. Bonjour. Ici, sur ta gauche. Ok, coucou. Merci beaucoup, surtout pour les métriques très précises. J'ai une question sur le CDS, sur le training run. Il faut que le ClassPass soit exactement le même au moment du training et au moment des startups après. Comment ça s'intègre avec des agents type Datadog ou Elastic où on met de l'observabilité? Excellente question. Donc du coup, avec les agents qui introduisent un truc un peu dynamique, CDS, il y a une fonctionnalité expérimentale qui permet de gérer certains types d'agents. Je ne vais pas le détailler parce que du coup, on est plutôt là sur AOT Cache et sur une évolution. Donc c'est possible, mais il y a marqué attention, flag expérimental, vous prenez des grands risques, etc. Ok. AOT Cache, ça gère certains types d'agents, mais pas tous. Alors j'ai pas encore fait le travail de tester tous les agents du marché, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, vous pouvez utiliser des trucs type Micrometer qui du coup n'utilisent pas d'agents, et là ça fonctionne direct avec des métriques avec moins d'informations, mais voilà. Pour les agents, du coup, il y a un travail qui va être fait. Moi, j'encourage, s'il y a des gens de Datadog ou d'autres entreprises ici, testez avec AOT Cache, faites des retours sur la mailing list Leyland Dev. Moi, j'ai discuté un peu avec l'équipe Java Platform, et ils gèrent certains types d'agents, mais pas tous. Donc, en fait, mon espoir, c'est que du coup, ceux qui font des agents pour l'observabilité, ils limitent certaines capacités pour être compatibles à AOT Cache, et comme ça qu'on ait le meilleur des deux mondes. AOT Cache et l'observabilité basée sur des agents, mais c'est possible et en tout cas ça va être géré par AOT Cache avec certaines limites. Les agents, ça peut faire n'importe quoi, donc il y a, voilà, je discutais avec les gens de Java Platform, ils m'ont expliqué exactement quelles étaient les limites. Donc n'hésitez pas à demander sur la mailing list Leyland Dev. Je pense que ça va être géré en mode avec certaines limitations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Voilà, donc super presse. Merci. Je voulais demander, donc là on a vu sur un exemple d'une appli qui se lance en 3 secondes, Ouais. mais sur un exemple plus réaliste d'une appli qui se lance en 30 secondes, voire 1 minute, on a toujours les mêmes gains du x2 à x4 ou est-ce que vous l'avez testé? Ça dépend. Alors, j'ai testé sur des instances de cloud qui étaient beaucoup moins puissantes. Et du coup, là, j'observe à peu près les mêmes ratios d'augmentation. Sur les grosses apps, en fait, le problème qu'on a, et je vais lancer un appel à la salle, on manque de très grosses applications réalistes. Alors, on va peut-être en générer automatiquement des trucs avec des dizaines de milliers de bins. Des fois, Jürgen fait ça pour tester des micro-optimes, etc. Mais on manque d'applications réalistes. Donc, si vous avez des applications potentiellement open source, ou en tout cas que vous pouvez nous partager pour... voilà, l'idéal, ça serait une très grosse application Spring open source qui est raisonnablement industrialisée, parce que récemment, on m'a partagé quelque chose où il fallait lire 3 pages de documentation pour lancer cette belle application. Voilà, quelque chose de containerisé, open source, qu'on peut utiliser pour changer ce sempiternel pet clinic qui m'embête un peu. Voilà, en tout cas, on a eu certains retours de plus grosses applications où les gains sont intéressants. Après, ça dépend ce que vous faites. Si vous chargez 1 giga de données de votre base de données, ça va pas résoudre ce problème-là. Mais en tout cas, si vous avez une très grosse application, vous allez aussi avoir beaucoup plus de classes à charger. Et donc, on a vu effectivement que ça scalait plutôt bien. Ce que je peux ajouter, c'est aussi qu'on va bientôt annoncer, c'était pas encore prêt, je peux pas trop en parler, mais on va l'annoncer à Spring.io, des améliorations Spring AOT pour les très grosses applications. Donc, n'hésitez pas à suivre ce qu'on va annoncer dans quelques semaines. AOT Cache, ça va s'améliorer. Spring AOT, ça va aussi continuer à s'améliorer, y compris pour les très grosses applications avec beaucoup de bins, de repositories, etc. Et là, on a des gains vraiment extrêmement importants. On va bientôt partager plus d'informations sur ces choses-là. Mais en tout cas, les deux sont vraiment en synergie et c'est vraiment pas mal de pouvoir cumuler les deux. Et je pense qu'on aura des bons résultats sur les très grosses apps. Mais ça ne résoudra pas les problématiques qui ne sont pas inhérentes au chargement de classe, à la précompilation, à éviter le profiling, etc. Ok, merci beaucoup.